Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à Rousseau, philosophe essentiel des Lumières que je n'ai plus abordé depuis longtemps. Il va s'agir pour moi de développer au mieux sa théorie esthétique en philosophie, qu'il peut être utile de connaître, ne serait-ce que dans la perspective d'une plus grande culture générale. Or, qui de mieux que Rousseau pour faire la promotion de la culture générale justement, lorsque l'on sait à quel point ce dernier se plaisait à la déprécier. C'est effectivement à Rousseau que l'on doit cette célèbre citation « J'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature et que l'homme qui médite est un animal dépravé ». J'ai déjà développé l'anthropologie rousseauiste dans d'autres enregistrements, mais il faut que je revienne brièvement dessus avant de creuser sa conception de l'art, que j'ai déjà évoquée rapidement par le passé, car celle-ci en découle logiquement. Ici, pour moi, ça va être l'occasion donc de développer réellement sa théorie esthétique, donc selon Rousseau, ainsi qu'il le développe dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. L'homme est corrompu moralement par le développement de la société civile. En effet, l'homme n'est ni bon ni mauvais par nature, il possède à l'état de nature, qui est un état dans lequel aurait été l'homme avant le développement des premières sociétés, de manière hypothétique et antéhistorique, une sensibilité morale animée par la pitié. C'est cette sensibilité-là que l'homme posséderait naturellement. Le développement de la propriété privée, qui coïncide avec le développement de la société civile, va entraîner la perversion morale, car l'homme qui était autrefois mu par l'amour de soi, permettant le soin de son corps ainsi que sa conservation, est alors mu par l'amour-propre qui va consister à chercher l'amour de soi à travers le regard de l'autre en s'imaginant posséder plus que les autres ou valoir mieux que les autres. Toutefois, la société civile n'empêche pas à la pitié de revenir ponctuellement chez certaines personnes, y compris celles auxquelles on attribue les mœurs parfois les plus dissolues, bien que l'homme ait développé son intelligence par le biais de la civilisation et qu'il agisse désormais de façon moins spontanée et moins vertueuse, et il lui arrive encore ponctuellement de faire preuve de commisération, qui est le fait de faire de la misère de l'autre une misère commune, et d'y prendre part. En fait, la conception anthropologique de Rousseau est aux antipodes de celle que développera au même siècle que lui le marquis de Sade, qui sera un grand lecteur et un grand admirateur de Rousseau, ou Freud, presque 2 siècles plus tard. Pour ces penseurs, la culture et la civilisation dénaturent l'homme, effectivement, mais pour son bien, en empêchant ses tendances destructrices de ressurgir. En tout cas, pour son bien, pour Freud. La présence d'actes criminels étant le retour du naturel au sein du civilisationnel, alors que pour Rousseau, c'est les rares actions de pitié qui sont le retour d'une sensibilité première au sein d'une civilisation qui aurait étouffé la pitié humaine, première et primordiale. Que l'on soit d'accord ou non avec Rousseau, il faut admettre que c'est un penseur d'une grande originalité. Il est beaucoup plus commun ou répandu, en effet, de percevoir l'homme comme profondément mauvais, ou au minimum impulsif et potentiellement dangereux, comme c'était le cas pour Hobbes par exemple, que comme potentiellement bon. Le texte sur lequel je vais m'appuyer maintenant provient toutefois d'un ouvrage publié avant le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il s'agit du discours sur la science et les arts que Rousseau a publié auparavant et qui avait fait polémique tout en lui rapportant un prix décerné par l'Académie de Dijon en 1750. Il s'agissait de répondre à la question « Est-ce que les sciences et les arts ont contribué à épurer les mœurs ?» Et Rousseau s'est fait un grand plaisir de répondre par un grand « non ». Si j'ai fait ces quelques rappels concernant l'autre discours de Rousseau, plus connu que celui-ci, c'est parce que je pense que l'on comprend mieux sa réflexion sur les sciences et les arts en la mettant en parallèle avec celle-ci. Rousseau, en effet,
est un penseur des Lumières qui va généralement à contre-courant des Lumières, à part peut-être en ce qui concerne les idées politiques. Il sera d'ailleurs pris souvent comme cible par Voltaire, qui lui était un véritable chantre du matérialisme, il faisait l'apologie du progrès technique et scientifique. Il faut admettre que la position de Rousseau sur l'art est assez peu commode à défendre, puisqu'il en fait une critique assez acerbe, là où nous avons plutôt tendance à percevoir celui-ci comme un accomplissement pour l'humanité, qui donne à voir le meilleur d'elle-même à travers la beauté qui se dégage de telles œuvres. Mais en réalité, si l'art est le prolongement direct de la culture et de la civilisation, qui est initialement là pour protéger les biens de chacun et entretenir l'individualisme, comment voulez-vous que l'art soit une sorte d'exception ou qu'il s'agisse d'un domaine particulièrement noble ? De la même façon qu'un pommier ne peut pas donner lieu à des abricots, une civilisation qui serait basée sur la recherche du profit personnel et sur l'entretien de l'égoïsme humain ne peut pas donner lieu à des choses ayant une réelle valeur morale. C'est ce qu'il faut garder en tête pour mieux comprendre le sens de l'extrait de la seconde partie du discours sur la science et les arts qui va suivre. Petite précision importante, lorsque Rousseau parle d'art, ici, il ne parle pas nécessairement des beaux-arts, mais plus de l'art, comme savoir-faire ou technique en général, que l'on peut également retrouver dans les arts, ayant comme seule finalité le beau. Je cite, « En effet, soit qu'on feuillette les annales du monde, soit qu'on supplée à des chroniques incertaines par des recherches philosophiques, on ne trouvera pas aux connaissances humaines une origine qui réponde à l'idée qu'on aime à s'en former. L'astronomie est née de la superstition, l'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge, la géométrie de l'avarice, la physique d'une vaine curiosité. Toute est la morale même de l'orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices. Nous serions moins en doute sur leurs avantages s'ils la devaient à nos vertus. Le défaut de leur origine ne nous est que trop retracé dans leurs objets. Que ferions-nous des arts sans le luxe qui les nourrit ? Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence ? Que deviendrait l'histoire s'il n'y avait ni tyran, ni guerre, ni conspirateur ? Qui voudrait, en un mot, passer sa vie à de stériles contemplations si chacun, ne consultant que les devoirs de l'homme et les besoins de la nature, n'avait de temps que pour la patrie, pour les malheureux et pour ses amis ? Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sur les bords du puits où la vérité s'est retirée ? Cette seule réflexion devrait rebuter, dès les premiers pas, tout homme qui chercherait sérieusement à s'instruire par l'étude de la philosophie. » Fin de citation. On peut déjà interrompre notre lecture ici et constater que la démarche de Rousseau est semblable à une généalogie des arts. De façon spéculative, Rousseau tente de montrer que les arts, synonymes d'excellence humaine, d'habitude, sont le prolongement des vices que possède l'homme, et non de ses vertus. En effet, la pitié humaine qui nous pousse à venir en aide à notre prochain ne nous a pas stimulés de manière à développer un art. Justement, elle nous amène à laisser de côté notre intérêt. Donc ça paraît plus cohérent pour Rousseau que si les arts ont une origine en nous, c'est certainement pas nos qualités morales qui leur ont donné naissance. Puisque la plupart de nos vies, c'est-à-dire de nos défauts sur un plan moral, nous ont permis d'y parvenir. Nous ont permis justement de développer différents arts. En regardant le ciel par peur des dieux, ou pour tenter d'anticiper leur volonté, les hommes en sont venus par superstition à contempler toujours plus les étoiles et ont ainsi développé l'astronomie. L'ambition humaine, la volonté de tromper et de nuire à ses rivaux a permis le développement de l'éloquence. L'art de la parole, en effet, n'a aucune autre utilité que celle de briller, de jeter de la poudre aux yeux, et donc, d'une certaine façon, de manipuler. Par extension, on peut dire qu'en termes d'art reconnu comme tel, le théâtre a comme prolongement cet art de l'éloquence. En effet, qu'est-ce qu'un excellent acteur si ce n'est une personne qui parvient à tromper son public en lui faisant croire qu'elle est tout autre chose que ce qu'elle n'est dans la vraie vie ?
On mesure le talent d'un acteur à la maîtrise de son jeu qui lui permet de s'oublier dans la peau d'un autre et donc de duper potentiellement toute personne en jouant un rôle. On mesure donc ici facilement avec cet exemple le lien qu'il y aurait entre vice, savoir-faire développé pour mieux entretenir ce vice et l'art qui en résulte. Concernant les sciences, les mathématiques, puisque c'est en ce sens que Rousseau emploie le mot géométrie ici, sont le développement de l'avarice, car ils ont été rendus nécessaires par le fait de tenir des comptes, de calculer ce que les autres nous doivent, ou de répartir avec une égale proportion des gains et des bénéfices, sans trop donner aux uns et aux autres, ou alors pas assez. Les bons comptes font les bons amis, et dans ce cas-là, les mathématiques ont bien été utiles à un moment donné. Quant à la physique, c'est la curiosité, une curiosité vaine, qui motive son développement, puisqu'initialement, l'homme cherchait à mieux connaître la nature, pour la simple curiosité de mieux la connaître. Par ailleurs, il est facile de voir que le progrès scientifique est généralement stimulé et entretenu par une curiosité portant sur les limites de l'homme. Jusqu'où pouvons-nous aller en termes d'innovation ? Donc la morale à laquelle fait référence Rousseau par la suite n'est pas à confondre avec celle d'une sensibilité naturelle qui dériverait de la pitié. Il doit plutôt s'agir d'une morale conventionnelle basée sur le souci des apparences et sur le souci de bien agir. Dans le fond, même lorsque nous nous efforçons d'agir comme des personnes moralement responsables et civilisées, c'est encore parce que nous sommes soucieux de notre ego, que nous avons encore cet orgueil qui nous amène à toujours nous soucier des apparences et des conventions. Rousseau pousse ensuite cette logique de manière globale vis-à-vis de la civilisation générale. Le développement de toute l'armature juridique est rendu nécessaire pour prévenir les vices de l'humanité, et il ne possède une histoire que parce que quelques hommes fous et violents empêchent l'humanité de rester en paix. Sans ces cinglés qui viennent régulièrement troubler la paix des uns et des autres, on serait un peuple, une humanité sans histoire. À travers sa critique, Rousseau effectue une critique des hommes, savants et cultivés, qui en oublient d'honorer des devoirs naturels liés à l'amour, non seulement de leur famille, de leurs amis, mais aussi des miséreux et de leur patrie. La surabondance de connaissances et le raffinement que permet l'art échappent au domaine de la morale. De fait, l'homme ne peut pas espérer s'éduquer moralement grâce à l'art. L'art est une perte de temps pour l'homme et une source d'égarement, pouvant même être dangereux pour ce dernier. Je cite encore une fois Rousseau. Que de dangers, que de fausses routes dans l'investigation des sciences. Par combien d'erreurs 1000 fois plus dangereuses que la vérité n'est utile, ne faut-il point passer pour arriver à elle ? Le désavantage est visible, car le faux est susceptible d'une infinité de combinaisons, mais la vérité n'a qu'une manière d'être. Qui est-ce d'ailleurs qui la cherche bien sincèrement ? Même avec la meilleure volonté, à quelle marque est-on sûr de la reconnaître ? Dans cette foule de sentiments différents, quel sera notre critérium pour en bien juger ? Et ce qui est le plus difficile, si par bonheur nous la trouvons à la fin, qui de nous en saura faire un bon usage ? Si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Nées dans l'oisiveté, elles la nourrissent à leur tour, et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu'elles causent nécessairement à la société. Fin de citation. Contrairement à un certain nombre d'idées reçues, le perfectionnement de la technique et de l'art est une perte de temps car non nécessaire à la survie et ne font qu'entretenir nos vices qui en sont à la racine. Ce n'est pas l'art ou la technique qui vont améliorer les conditions de vie de l'humanité. C'est pas tant que Rousseau déteste foncièrement l'art, j'y reviendrai après, c'est surtout qu'il place la morale, la vraie morale, une morale qui serait naturelle, liée à la pitié, au-dessus de tout en termes d'échelle de valeur. Ce que Rousseau trouve insupportable, c'est qu'il y ait des personnes qui, justement, passent leur temps à se cultiver, ou même à faire des recherches scientifiques, mais finalement perdent pied avec toute forme de réalité humaine liée aux interactions sociales et aux soins qu'on doit se porter mutuellement. Donc Rousseau rompt ici
avec un certain nombre de traditions de pensée que l'on pouvait retrouver notamment dans l'Antiquité grecque, la recherche de la vérité n'a rien de désintéressé et elle repose plus sur une forme d'orgueil et de volonté de détenir un certain pouvoir. Sa recherche peut amener à des tragédies incessantes en cas d'erreur et d'errement pour un résultat qui finalement n'en vaudra peut-être pas la peine. Le progrès scientifique semble indéfini et le développement de la technique qui contribue toujours plus au développement des arts semble sans fin. L'homme s'épuise dans le fait de parfaire sa science ou même sa propre culture, y compris artistique, qui n'est possible que parce que certains hommes privilégiés ont eu le temps de réfléchir ou de développer un certain art. Le luxe engendré par le progrès technique et scientifique stimule de nouveau l'oisiveté qu'il a permis et ne contribue pas à améliorer l'homme sur un plan moral qui fait sa réelle grandeur de façon naturelle. Non seulement la recherche de la vérité n'est pas le produit d'une contemplation désintéressée, comme l'a concevait Aristote par exemple, mais en plus son développement, ainsi que celui de l'art, ne permet pas d'adoucir les mœurs de l'humanité, pire, elle contribue à les pervertir davantage. C'est en ce sens que Rousseau écrira dans sa lettre à d'Alembert que l'art représentatif qu'est le théâtre ne peut réellement éduquer la sensibilité humaine car en convoquant des émotions fortes relatives aux situations les plus dramatiques de l'existence, que l'on nomme communément le pathos, l'art sert de purge des émotions. C'était la théorie de la catharsis que développait Aristote, mais justement, ce n'est qu'un prétexte artificiel à la dépense d'émotions devant une imitation du réel. Vous voyez, pour Aristote, ça avait une dimension formatrice, éducatrice. Pour Rousseau, justement, c'est absolument pas le cas. Ainsi, le tyran sanguinaire, par exemple, pourrait très bien verser sa larme devant une représentation théâtrale et retourner vaquer aux pires immoralités possibles par la suite, sans que l'art n'ait contribué pour autant à éduquer sa sensibilité en un sens moral, celle-ci étant entièrement corrompue. L'art ne nous éduque pas en nous apprenant à maîtriser nos émotions ou en développant notre empathie. Lorsque nous lisons ou regardons des œuvres tragiques, par exemple, il contribue au contraire à nous désensibiliser aux situations concrètes de la vie quotidienne, car en dépensant nos émotions dans un contexte artificiel et culturel, nous rendrons celles-ci plus difficiles à venir, le reste du temps moins spontanées, dans un contexte qui justement les aurait nécessitées. Bon, d'accord, mais cette critique que dresse Rousseau interdit-elle toute réflexion sur la beauté dans l'art ? En admettant que l'art soit étranger à la morale et ne développe nullement notre sensibilité naturelle à cet égard, y a-t-il une nouvelle forme de sensibilité que l'homme développe au contact des œuvres d'art ? Si l'art exploite le recours au jugement et à l'intelligence que permet le fait d'être cultivé, précisément, faut-il considérer que l'art est avant tout une question de sensibilité intellectuelle et non plus strictement basée sur des émotions ou des affects ? Comment comprendre l'origine de nos émotions lorsqu'il s'agit ainsi de la raison pour laquelle nous trouvons belle telle ou telle œuvre d'art ? C'est ce que nous allons voir immédiatement dans la suite de cet enregistrement, où je vais prolonger la réflexion de Rousseau concernant l'art, en prenant notamment l'exemple des arts plastiques ainsi que de la musique. Donc merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite.